Bonjour et bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent sur ce plateau du Big Media en direct de We Are French Touch, organisé par BPI France à la Maison de la Mutualité. Je suis Yael Hirsch, fondatrice du magazine culturel Cult News, et je suis très heureuse de recevoir Fleur Pellerin. Bonjour. Bonjour. Née à Séoul, grandie en région parisienne, magistrate à la Cour des comptes, 3 fois ministre, vous avez lancé votre fonds d'investissement Corelia Capital en 2016 et vous venez de créer au sein de ce fonds un fonds dédié à la mode et à l'art de vivre. J'ai une première question pour vous. Comment avez-vous décidé de quitter une carrière ministre au service public pour vous lancer dans l'entrepreneuriat, et quel entrepreneuriat ? Alors, en fait, j'ai toujours eu l'impression au cours de ma vie de ne pas vraiment choisir les choses de manière très proactive, mais il y avait une sorte d'alignement de planètes qui a fait que j'ai pu saisir ma chance, en fait, et basculer du côté obscur de la force. En fait, lorsque j'ai quitté le gouvernement, j'ai eu l'occasion de rencontrer une entreprise coréenne qui est une des plus belles réussites de la tech au cours des 20 dernières années. Et le fondateur de cette entreprise avait très envie de travailler avec moi sur un projet qui consistait en fait à aider nos écosystèmes en Corée et en France, nos écosystèmes tech, à être plus forts dans la mondialisation contre les big tech américaines. Et donc au départ, c'est parti de ça, donc d'un truc assez militant et assez politique. Donc comment est-ce qu'on pourrait créer des synergies entre la France et la Corée en investissant dans des entreprises qui ont du potentiel de devenir un champion régional, voire mondial, créer des synergies, créer de la valeur en travaillant sur ces synergies sur le pont entre la France et la Corée et voir ce que ça donne en fait. Donc c'était un peu un POC, un test, mais donc c'est comme ça que j'ai décidé de créer l'entreprise. Pour faire un petit zoom arrière, vous qui avez été à l'initiative de la French Tech, quelques années après, comment vous voyez la manière dont les Français ont changé leur rapport à la technologie, à l'innovation et à l'entrepreneuriat en général ? Je trouve qu'il y a des progrès absolument incroyables qui ont été faits, pas seulement d'ailleurs dans l'environnement des affaires liées à l'innovation. Au moment où j'ai commencé à travailler sur la French Tech, il y avait un gros problème de gap de financement. On appelait ça la vallée de la mort du financement. Il y avait un gros sujet sur l'accompagnement des entreprises qui sont en train de passer à l'échelle, ce qu'on appelle les scale-up. Donc des entreprises qui ne sont pas nécessairement très early stage ou pas en amorçage, mais qui sont dans la phase d'après d'internationalisation. Et à l'époque, il y avait des grandes difficultés pour trouver des tours de financement de 10, 20, 30 millions d'euros. Aujourd'hui, ça paraît un peu anecdotique, mais à l'époque, c'était très difficile. Donc, il y avait tout ce travail sur en fait l'environnement du financement de l'innovation, mais il y avait aussi une question de mentalité. Et moi, je trouve qu'il y a un progrès qui a été fait depuis ces années-là dans le rapport qu'on a au risque. Je fais une école de commerce dans les années 90. Personne ne voulait créer sa boîte dans les années 90. Tout le monde voulait aller en banque d'affaires ou faire de l'audit chez Arthur Andersen. Je me souviens, c'était ça le dream job. Et donc, aujourd'hui, je pense que si vous allez dans les écoles de commerce, 30% des gens, ou peut-être même plus d'ailleurs, veulent créer leur entreprise, s'auto-employer. Donc je trouve qu'il y a un rapport au risque, à la prise de risque, un rapport à la potentialité de l'échec aussi qui a changé, et je trouve qu'on a des générations aujourd'hui d'entrepreneurs qui sont vraiment très 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 impressionnants. Pour la portion des industries créatives et culturelles, vous qui connaissez bien du coup le modèle coréen et le modèle français, comment vous comparez les deux modèles, comment vous vous inspirez du modèle coréen, et puis comment vous naviguez entre les deux pour apporter de la créativité et du plus ? Alors, c'est assez difficile de comparer les deux. Je pense que nous, on a une culture patrimoniale qui se repose beaucoup sur l'héritage de l'histoire, sur les musées, sur les bâtiments, etc. Et sur aussi une tradition dans les industries du cinéma, dans le luxe, etc. Et donc, c'est quelque chose qui a un socle, mais sur lequel peut-être on a tendance un peu à se laisser vivre, alors que la Corée a construit en fait une vraie politique de smart power, ce que je trouve très très intéressant. Ça ne date pas du tout d'il y a 10 ans. On pourrait croire que, vu le succès des séries coréennes, de la K-pop au cours des dernières années, que c'est quelque chose de récent. En réalité, c'est une politique qui a été menée par le gouvernement depuis une quarantaine d'années, qui avait commencé d'ailleurs par identifier de manière très méthodique des cibles pour exporter des contenus, en partant du principe que l'économie coréenne avait rattrapé en fait son retard. L'économie coréenne, la Corée, c'était le niveau de développement du Ghana dans les années 70, et donc le rattrapage économique, il avait été réalisé, mais la Corée s'était bien rendu compte qu'il lui manquait quelque chose en termes de rayonnement culturel. Et donc le gouvernement avait décidé de forcer les grands conglomérats à investir dans les contenus culturels en se disant, si on exporte
notre art de vivre, notre façon de vivre, eh bien, les étrangers vont avoir envie de consommer coréen, vont avoir envie de voyager dans notre pays. Et c'est quelque chose qui a été extrêmement réussi et qu'on voit aujourd'hui, dont on voit aujourd'hui les retombées économiques qui sont assez massives. Donc, la différence par rapport à la stratégie française, je trouve que c'est une stratégie beaucoup plus assumée d'exportation de contenu culturel en anticipant des revenus économiques ou des retombées économiques qui vont être majeures ensuite pour le pays. Maintenant, j'en viens à Corelia Brands, le fonds dédié à la mode et au lifestyle. Quelles entreprises, enfin, comment ça va se passer? Est-ce que c'est pionnier sur cette zone-là? Et quelles entreprises sont susceptibles de vous rejoindre ou d'être financées par vous? C'est pas complètement pionnier, mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de fonds qui ont le positionnement que nous, on souhaite prendre. Donc, on souhaite investir dans des marques, dans plusieurs secteurs. Ce qu'on appelle lifestyle, nous, c'est tout ce qui est mode, accessoires, maroquinerie, beauté, wellness, hospitalité, food and beverage. Donc, ce sont des secteurs vraiment d'art de vivre au sens très large, décoration d'intérieur, etc. Et on va plutôt viser des marques assez premium. Donc, ce qu'on vise, c'est plutôt un type de clientèle qui va acheter sur ces différentes verticales. Et on va viser des marques qui sont vraiment en émergence, qui sont encore un peu au-dessous du radar. Donc, des entreprises qui font entre 5 et 10 millions de chiffres d'affaires, qui sont profitable ou pas loin de l'être. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser la plateforme digitale qu'on a, parce qu'on a un passé d'investisseurs en tech. On a 700 millions d'actifs sous gestion en tech chez Corelia Capital, plus notre réseau en Asie et notamment en Corée, qui est le premier marché du luxe. Donc on va essayer d'utiliser ces leviers du digital et de l'internationalisation et notamment du réseau en Corée pour accélérer ces entreprises et les faire passer à un niveau d'environ 50 millions de chiffres d'affaires et plus au moment où elles deviennent potentiellement des cibles intéressantes pour du private equity ou pour des grands groupes du luxe ou de la cosmétique. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler du reste du fonds Corelia, de cet accent mis sur la tech chez vous? Alors, on a effectivement, je suis en train de terminer la levée du fonds tech numéro 2. Donc, on a un fonds tech qui investit dans des entreprises. Le premier investissait uniquement en Europe. Le deuxième va commencer à investir aussi un peu en Corée. Donc, dans des entreprises qui sont des entreprises valorisées entre 100 millions et 1 milliard, on va dire. On est agnostique en termes de secteur. Donc, on est aussi bien B2B que B2C. On a fait de la fintech. On a été un peu présent dans la blockchain. On est investisseur en France chez Ledger, Vestiaire Collective, dans des studios de jeux vidéo OBB par exemple, donc dans un certain nombre de verticales qui ont comme point commun d'avoir une dimension tech et digitale, mais pas forcément deep tech. Et on investit des tickets qui sont compris entre 10 et 20-30 millions d'euros tout au long de la vie de notre investissement. Le deuxième fonds, donc celui que je vais closer en janvier 2024, c'est un fonds qui va commencer à investir en Corée parce qu'on a le soutien de l'équivalent de la BPI en Corée. Et donc, on est en train de regarder très activement 2 deals en ce moment en Corée. Donc, ça sera parmi les nouvelles peut-être de la fin de l'année ou du début de l'année prochaine. Et donc, on est ravis de pouvoir, dans cette période un peu difficile pour les levées de fonds, probablement closer un fonds au-delà de 270 millions. Mais c'est pas encore fait. Donc. Et en transversal dans ces différents investissements du fonds, est-ce que vous avez beaucoup d'industries créatives et culturelles? Est-ce que vous voyez des besoins ou des points communs en termes de financement pour ces industries? Alors, pas exactement. Donc le fonds, en fait, le fonds lifestyle, ça sera vraiment un investissement. Enfin, ça sera vraiment une thèse d'investissement dans des marques. On a quelques investissements dans ce qu'on pourrait appeler les industries créatives et culturelles dans le fonds tech, mais c'est assez marginal en réalité parce que c'est pas tout à fait la même thèse. Et puis le fonds lifestyle investira dans des marques beaucoup plus early, beaucoup plus jeunes, des entreprises qui font 5 à 10 millions de chiffres d'affaires. C'est assez petit par rapport à ce qu'on fait dans le fonds tech. Donc il y a assez peu en fait. On a veillé à ce qu'il n'y ait pas conflit d'intérêt entre les deux thèses d'investissement. Mais du coup, dans le fonds tech, on est investisseur chez De Vialet, par exemple, qui pourrait très bien, enfin, qui fait complètement partie des industries culturelles françaises, qui est une marque d'ailleurs très iconique, à la fois vraiment à l'intersection entre la tech et le lifestyle, parce qu'une attention portée au design, une innovation de rupture. Donc pour nous, c'est vraiment l'incarnation de ce que pourrait être l'intersection entre les deux. J'ai une dernière petite question qui est un peu notre gimmick ou notre Madeleine de Proust à la fin de ces big conversations. C'est quel film pourriez-vous voir 100 fois? Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Quel film pourriez-vous voir 100 fois? Quel film je pourrais voir 100 fois? Alors je crois, je l'ai pas vu 100 fois, mais je l'ai vu plus de 10 fois, je crois. In the Mood for Love, sans hésiter.
parce que c'est un film dont je trouve l'esthétique absolument incroyable. J'adore Wong Kar-wai. Je trouve que l'utilisation de la musique est absolument incroyable aussi. La subtilité de la narration sur le fait de rater des occasions d'une vraie histoire d'amour, la nostalgie qu'il y a, la tristesse qu'il y a, et en même temps la beauté formelle de ce film en font l'un de mes préférés et que je peux revoir un peu sans modération. Merci beaucoup, Fleur Pellerin. Merci à vous. French Touch.